Salut Axel. Salut Laurent. Alors aujourd'hui le thème, la confiance, qui est l'une des caractéristiques du self, parmi les 8 caractéristiques. J'ai envie de parler de ça. Alors pour commencer, une question à toi et aux auditeurs. Combien coûte un Airbus, d'après vous, d'après toi Laurent? Écoute, j'en ai à peu près aucune idée, mais je dirais au moins peut-être 200 ou 300 millions d'euros, quelque chose comme ça peut-être. Alors dans ce que j'ai vu sur Internet, c'est plutôt de l'ordre de 90 millions de dollars, peut-être 100. Donc c'est très abordable comme tu vois. Ah bah oui, oui, c'est vrai, Hein. oui, 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 exactement, c'est abordable. C'est abordable. Une entreprise, en 2014, a été condamnée à payer une amende équivalente à 15 Airbus, c'est-à-dire plus d'un milliard, 1,420 milliard de dollars, plus de 15 Airbus. Et la même entreprise a été condamnée quelques années plus tard, en 2000, donc, alors 2014 la première fois, et ensuite 2019 la fois d'après, à 3 milliards et quelques de dollars, entreprise américaine. Donc l'équivalent de 30 Airbus, à peu près. Eh bien, il s'agit d'une entreprise pharmaceutique américaine. On peut voir ça sur Internet, retrouver ça, qui s'appelle l'entreprise Eli, E-L-I, espace Lilly, L-I-2-L-Y. Condamné pour quoi? Évidemment, pour vente de produits toxiques. Voilà. Bon, ça n'a pas été un gros problème puisque les bénéfices liés à la vente de ces produits toxiques a rapporté plus que l'amende. Cette entreprise, c'est une entreprise qui commercialise notamment le Prozac. Et donc, je ne critique pas le Prozac, c'est sûrement un excellent médicament. Enfin, chacun se fera son idée là-dessus. Donc, ce n'était pas pour le Prozac qu'elle a été condamnée, mais pour le Zyprexa en 2014 et pour un autre médicament contre le diabète en 2019, qui avait des effets secondaires sur les cancers de la vessie. Alors, je me disais, en lisant ces informations, je me posais plusieurs questions telles que comment est-il possible qu'une entreprise vende en toute conscience des produits toxiques? Comment est-il possible que certains groupes les achètent? Comment est-il possible que certaines personnes les prescrivent? Et comment est-il possible que certaines personnes acceptent de se les faire injecter? Voilà. Et alors, il y a une chaîne, il ne suffit pas de créer un produit pour qu'il soit injecté. Il y a toute une chaîne, évidemment, de commandes, de fabrication, de production, de marketing, de confiance avec les acheteurs, ensuite de confiance avec les prescripteurs et avec les clients. Et je me suis dit, effectivement, qu'est-ce qui fait que ça se vend? C'est forcément qu'en bout de chaîne, il y a quelqu'un qui a confiance en celui qui lui injecte le produit. Sinon, ça n'aurait pas lieu. D'ailleurs, moi, quand j'ai été vacciné, quand j'ai pris des médicaments, quels que soient les médicaments, que ce soit l'homéopathie, que ce soit la phytothérapie, que ce soit de l'allothérapie, j'ai toujours eu confiance dans la personne qui me prescrivait son médicament. Il en est de même pour autre chose que les médicaments. Quand je fais une formation, si je m'inscris dans une formation, c'est que je fais confiance à la boîte qui me propose la formation, au formateur qui me forme, etc. Et je me suis dit, à la base de tout ça, il y a une forme de confiance, je mets des guillemets, on verra pourquoi, de la part de celui qui reçoit, de celui qui prescrit, et une chaîne de confiance comme ça, de la base jusqu'en haut. Et alors, en regardant ça d'un peu plus près, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette étrange confiance que fait quelqu'un vis-à-vis de celui qui lui fournit un objet, que ce soit un objet du savoir, un objet médical, un objet, quel que soit l'objet. Voilà. Et évidemment, on est obligé d'en revenir à la confiance de base que font les enfants vis-à-vis de leurs parents. Et si on regarde ça de plus près, on verra qu'en chaîne, ça ressemble beaucoup à ça. C'est-à-dire que
Pour les adultes que nous sommes, les autorités sont comme des espèces de parents substitutifs auxquels nous faisons confiance, car nous avons délégué un pouvoir via le vote, dans les meilleurs des cas. Nous avons délégué notre pouvoir de conscience aux industries qui nous vendent les aliments. On fait confiance que ce qu'il y a dans une boîte, c'est bon pour nous quand même. J'ai souvenir d'ailleurs d'une belle-mère qui disait, à qui on faisait remarquer, elle achetait des produits un peu de mauvaise qualité dans une grande enseigne. Puis je lui faisais remarquer, mais ça, c'est pas terrible ce que tu achètes, là, cette viande-là. Et elle répondait, bah, si ça se vend, c'est que c'est bon. Voilà, si ça se vend, c'est que c'est bon. Autrement dit, on ne va quand même pas me vendre de la merde qui va m'intoxiquer. Donc elle faisait confiance. Donc la confiance enfantine nous accompagne quand nous sommes adultes et elle est transmise vis-à-vis de toutes les instances qui sont, entre guillemets, au-dessus de nous, que ce soit des instances politiques, économiques ou commerciales, manifestement. Jusque-là, est-ce que ça te semble clair ce que je raconte, Laurent? Écoute, oui, effectivement, je me disais que c'est presque une forme de petits transferts finalement qu'on fait sur la politique, les grandes enseignes, les grands mastodontes de l'industrie, etc., quoi. Est-ce que c'est quelque chose comme ça? C'est ça. Et bon, loin de moi l'idée de critiquer uniquement les grandes anciennes. C'est pas ça. C'est ce que je suis en train de critiquer, c'est le processus de confiance. Parce qu'on fait la même chose avec notre petit boucher du coin. C'est le même principe. Bon, on va déléguer, dès lors qu'on est incompétent dans un domaine, on va déléguer un savoir, on va déléguer un pouvoir à des instances qui sont censées avoir du pouvoir sur ce domaine. Je présume que mon boucher connaît mieux la viande que je connais la viande. Je présume que mon boulanger connaît mieux le pain que je ne connais le pain, etc., etc., etc. Je présume que ceux qui me vendent des fringues connaissent mieux les fringues que moi, parce que je ne sais pas fabriquer un t-shirt, moi. Sauf que quand je découvre que dans le t-shirt, il y a des produits toxiques, par exemple, dans la teinture qui le composent, évidemment, c'est un peu trop tard puisque j'ai fait confiance dans ceux qui me vendaient le t-shirt. Bref, je suis en train de questionner la notion de confiance, puisque c'est un mot. C'est un mot. Et dans les 8C, on parle de confiance. Et là, pourquoi je dis tout ça? C'est pour encourager les élèves et les auditeurs à distinguer la confiance de la crédulité. Voilà. J'aimerais redonner de la valeur au mot confiance en le distinguant de plusieurs autres aspects que sont la crédulité, l'ignorance ou la suradaptation. Alors l'ignorance, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de ne pas avoir d'informations. Et quand je n'ai pas d'informations, évidemment, je ne peux me baser que sur l'avis de quelqu'un qui est censé avoir plus d'informations que moi. Ça, c'est normal. Hein. C'est vrai dans tous les domaines, sans exception. Or, personne n'est omniscient. Nous avons tous pas les mêmes quantités d'informations et on est obligé de collaborer pour les informations. La crédulité, c'est encore autre chose. La crédulité, quelque part, c'est le fait de ne pas vouloir chercher l'adaptation, enfin non, de ne pas vouloir chercher, excusez-moi, l'information par flemme, voilà, par fainéantise, et de se confier à l'autre. Et la suradaptation, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de compétence qui est aussi une faiblesse, qui consiste à vouloir faire plaisir à l'autre, qui consiste à s'adapter plus qu'il ne faut pour des raisons d'appartenance, pour des raisons de tranquillité d'esprit, de vouloir s'adapter plus qu'il ne faut au monde environnant, aux autres, à ceux qui ont le savoir que nous n'avons pas. Et je distinguerai tout ça de la vraie confiance. Quelle est la différence principale?
principal pour moi, c'est que la vraie confiance nécessite la vérification de temps en temps. Et c'est-à-dire qu'on ne peut faire confiance que si de temps en temps, on vérifie la qualité de cette confiance. Sinon, ce n'est pas de la confiance. C'est l'un des trois aspects, ignorance, suradaptation, crédulité. Tout ça étant basé sur une espèce de flemme naturelle que nous avons tous, les êtres humains. Alors, je vais vous donner un exemple personnel, tiens. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis handicapé visuel. C'est pour ça que je ne regarde pas très bien l'écran parfois, hein, ne soyez pas étonnés. Donc, en tant qu'handicapé visuel, je me fais guider par quelqu'un, par les autres, quand je suis avec quelqu'un. Donc, quelqu'un me prend le bras, j'ai ma canne blanche et je me fais guider. Eh bien, donc, du coup, je fais confiance à l'autre qui me guide. Eh bien, parfois, il y a des petits incidents. Je vais me heurter contre un trottoir, heurter un rétro de voiture. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire juste confiance, d'être dans une vraie confiance telle que moi je la conçois, c'est-à-dire avec un coefficient de vérification, eh bien, je me suis soit suradapté, soit j'ai basculé dans la crédulité et une espèce d'adaptation infantile, tout à fait infantile, au pouvoir et au désir de l'autre. Au lieu de ne laisser à l'autre qu'un pouvoir de 90% et de garder mes 10% de vérification régulière avec ma canne blanche. Pourquoi je dois faire ça? Parce que l'autre est toujours faillible. Et j'oublie ça. J'oublie que l'autre est faillible. Si je fais une confiance totale, c'est une méconnaissance du réel concernant l'autre, concernant soit sa faillibilité, soit d'autres particularités. Dans les groupes que j'évoque, ce n'est pas la faillibilité, c'est autre chose, ça s'appelle des intérêts particuliers. Voilà. Donc, je voulais insister sur cet aspect que, pour moi, l'IFS et la confiance, cette caractéristique du self, c'est une caractéristique qui n'est pas du tout passive, qui n'est pas du tout liée au laisser-aller, qui n'est pas du tout liée à l'abandon de soi, mais qui est liée à une espèce de collaboration mesurée dans la relation, qui est liée à un état d'esprit positif vis-à-vis de l'autre, avec vérification régulière concernant les failles qui constituent cette confiance que je donne à l'autre. Voilà. As-tu des remarques là-dessus? Parce que voilà l'ensemble de ce que je voulais dire aujourd'hui sur le thème de la confiance. C'est court, c'est simple, et j'espère que c'est assez clair. Donne-moi ton avis, Laurent. Ce qui me venait là, c'est est-ce que finalement, c'est pas une confiance qui doit être ancrée, en lien, connectée, toi? Quand on parle de la confiance du self, il y a un moment donné, on est en lien avec cette confiance, on est irradié, je ne sais pas quel terme utiliser. Et peut-être que quand tu parles de crédulité, de paresse, ou de ce que j'ai interprété comme une forme de régression du petit enfant, peut-être qu'il y a une perte de connexion finalement, il y a une perte de lien, il y a quelque chose qui se joue comme ça. Est-ce que ça c'est ce que tu pourrais dire ou pas? D'une certaine manière, il y a une perte de lien avec soi-même, en fait. Il y a une perte de lien avec soi-même au profit d'un lien exclusif avec l'autre, je dirais. On pourrait le dire comme ça. Parce que dans mon exemple de canne blanche, quand je me tamponne, quand je suis guidé, c'est parce que j'ai perdu le lien avec moi-même et avec le réel, et que j'ai confié ce lien entièrement à la relation. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça rejoint ta remarque, mais oui, on pourrait dire dans ce sens-là, j'ai perdu le lien avec moi-même et avec le réel au profit du lien avec l'autre, uniquement. Ouais. Dont je suppose qu'il va être complètement à même
d'être lui en lien à 100% avec le réel, ce qui est faux, en fait. Voilà. Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Peut-être est-ce que avec la confiance du self, il n'y aurait pas aussi une forme d'intuition, de pressentiment, de se dire, d'aller vérifier justement, de dire, mais là, il y a peut-être quelque chose quand même, là, ce que je suis en train de, pour reprendre ton exemple sur les labos, peut-être que ce médicament-là, il est peut-être pas si bon que ça pour moi, cet aliment-là, il est peut-être pas si bon. Toi, est-ce que la confiance du self pourrait pas nous alarmer comme ça? Et puis après, c'est à moi, dans le réel, hein, d'aller vérifier. Alors ça, c'est un vrai problème, je pense. Est-ce qu'il n'est que contemporain? Je ne sais pas. C'est le temps que nous nous donnons pour vérifier les choses. Nous sommes submergés d'informations et nous sommes très faibles, tous. Hein. Donc, si nous dépendons tous des autres, hein, tout ce que nous avons sur nous, actuellement en termes de vêtements, la raison pour ce qui fait que nous pouvons communiquer tout de suite, quasiment rien ne dépend de moi. C'est que l'iPhone, ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué, ce que j'ai sur moi, je n'ai rien fabriqué. Donc, nous dépendons énormément de l'environnement et des autres. Et nous n'avons que très peu de temps pour vérifier la qualité de notre environnement. Par exemple, la qualité de l'air que nous respirons. Qui vérifie la qualité de l'air qu'il respire? Personne. Nous déléguons à des instances la possibilité de vérifier cette qualité de l'air. Et qui va vérifier régulièrement auprès de ces instances la qualité de l'air qui correspond à son environnement? Moi, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je ne l'ai pas fait depuis un mois. Je me demande si j'ai une seule fois, peut-être j'ai fait une fois, sur IAS en 5 ans, d'aller consulter l'organisme qui vérifie la qualité de l'air dans ma région, hein, etc., etc. Donc, effectivement, vérifier, qui vérifie la constitution de ces t-shirts en termes d'encre, en termes de fibres. Qui va le vérifier? Non. Au mieux, on va regarder l'étiquette, distraitement, plus ou moins, quand c'est le cas. Et après, qui va vérifier la qualité de l'étiquette? Etc., etc. Hein, voilà. Donc, la vérification est quelque chose que nous n'avons pas le temps de faire et donc nous remplaçons cette vérification par la confiance. Et une confiance qui est effectivement, qui ne peut être que connectée à une part d'ignorance, une part de suradaptation, une part de flemme. Et voilà. Et donc, il y a des secteurs dans lesquels nous n'avons de toute façon pas le temps de vérifier. Quand nous prenons l'avion, qui vérifie la qualité de l'avion qu'il va prendre, la qualité des membres de l'équipage? Non, nous déléguons toute cette vérification à des vérificateurs en qui nous faisons confiance, que nous ne connaissons d'ailleurs pas, et qui vont vérifier la qualité de l'avion qui va décoller, etc., etc., etc. Donc, on est dans un monde où nous ne vérifions quasiment rien, rien de rien concernant notre bien-être, notre sécurité. Pourquoi? Car nous n'avons pas le temps de le faire, ni l'énergie. Et donc, on est obligé de faire confiance. Et la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, c'est pour alerter qu'il est quand même intéressant que nous puissions activer le 1% de vérification que nous avons en main de temps en temps. Quand je dis 1%, c'est peut-être 1 pour 1000, mais le petit epsilon qui va faire que de temps en temps, nous allons vérifier. Et l'avantage quand nous avons vérifié, c'est que nous pouvons informer nos proches de la vérification. Nos proches qui vont faire quoi? Nous faire confiance. Tiens, il a vérifié, etc. Donc voilà, le self, pour moi, contient cet epsilon de vérification qui signifie le lien avec le réel. Et ce lien avec le réel qui est différent de la confiance que nous déléguons aux autres. Voilà.